Bienvenue dans ce cours de langage C, 10e partie. Donc, dans ce cours, nous allons travailler sur les tableaux et sur les matrices. Nous verrons comment définir, initialiser et manipuler les tableaux ainsi que les matrices. Alors, pour les tableaux, nous allons prendre un exemple classique utilisant un fichier son, ce sera un fichier Wave. Et quoi de plus évident pour une matrice d'utiliser un fichier image sur un fichier BMP, une image étant une matrice de pixels, une matrice de points. Et donc nous utiliserons ce fichier, nous le modifierons, et on pourra utiliser Paint pour visualiser le résultat. Alors pour introduire la notion de tableau, voyons un premier exemple qui va nous permettre de calculer la moyenne de 4 notes. Alors dans ce premier programme, on va donc déclarer 4 notes de type double. On va rentrer les notes, la note 1, la note 2, la note 3 et la note 4. Puis il va falloir calculer la moyenne, c'est la somme des 4 notes divisées par 4. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tableau? Finalement, ce ne sont que 4 cases regroupées sous le même nom, donc dans notre cas c'est notes. Et donc dans le deuxième programme, si on peut voir que finalement on a remplacé note 1, note 2, note 3, note 4, qui sont les variables séparées, par 4 variables du tableau. Alors évidemment, ce programme qui utilise 4 notes serait beaucoup plus compliqué à écrire si on avait 20, 30 ou une centaine de notes, puisque la boucle for va permettre de se déplacer dans le tableau de l'indice 0, que ça commence à 0, jusqu'à l'indice n-1, et donc permettre une lecture des notes une par une, et le calcul de la moyenne. Alors on va reprendre l'exemple précédent, mais cette fois-ci on va plutôt travailler avec un tableau 3 cases. Et ce tableau, on va directement l'initialiser, alors c'est avec les accolades. On va modifier la case 0, pour mettre 12. Voilà, ça suffit, on va juste faire un premier test. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que tant que tab n'a pas été initialisé, on a 3 variables associées à tab, avec tab de 0, tab de 1, tab de 2. On fait next, les variables sont initialisées. Et maintenant, si tab de 0, je mets 12, voilà, je vois que 12 a été modifié. Alors, je peux maintenant modifier le tableau. Initialise tab, ici la valeur 12. I étant égal à 0, on va avoir tab de 0 égale à 0. Maintenant, I est égal à 1, on va avoir donc 2 fois I, 2 fois 1, on va avoir 2. On continue, cette fois-ci I est égal à 2, donc 2 fois 2, 4. On vient de modifier le tableau avec une boucle. Alors l'intérêt du tableau, c'est qu'on garde en mémoire les variables. On va pouvoir afficher, par exemple. Voilà, donc là on va continuer à faire l'exécution. Alors on va l'exécuter du premier au dernier. Voilà le résultat. Donc j'ai bien l'indice que j'affiche sur le premier élément, donc c'est tab de 0, avec sa valeur, c'est tab de i. Et on continue avec i égale à 0, 1 et 2. Alors on est sur Visual Studio. Je vais faire un petit résumé des différentes façons d'utiliser un tableau. Alors notamment, déjà la définition du tableau. Alors, on a vu qu'on pouvait déclarer un tableau de 4 éléments, de type int, dans notre cas. On peut l'initialiser directement au moment de la création. Et on va l'afficher. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Alors évidemment, il est possible d'utiliser le point d'arrêt. Et dans le point d'arrêt, on peut se mettre ici, on voit que le tableau est bien vu comme 4 cases avec l'indice 0, 1, 2, 3 et les valeurs associées. Alors ce tableau, on va pouvoir aussi le modifier. Alors potentiellement, on pourrait créer un tableau de variables aléatoires. Alors pour créer des variables aléatoires, sRandoTime nul. Et ici, on vient... Alors par exemple, on va... créer un tableau compris entre 1 et 5. On avance. À chaque fois, les valeurs sont complètement différentes. Donc, j'ai initialisé le tableau, modifié les valeurs du tableau de façon aléatoire. Alors, on pourrait aussi modifier ce tableau en utilisant la fonction scanf. Alors, la fonction scanf, on a vu deux solutions en fait sur Visual Studio. Soit c'est scanf et on vient récupérer la valeur dans tab de i. On va marquer un message, entrer % des valeurs. Les valeurs, on rentre 3 autres valeurs, 2, 3, 1, 0. On va réafficher les valeurs. Et ici, sauter à la ligne. Voilà le résultat du tirage aléatoire. Alors on peut rentrer les valeurs avec un espace, une tabulation ou un retour chariot. Ça marche. Alors on pourrait aussi ne pas utiliser scanfs, et dans ce cas-là, on peut directement utiliser scanf.
On voit que ça marche. Alors, si on voulait maintenant créer un tableau de 10 valeurs, c'est assez simple, il suffit de faire un dies-define taille, on va mettre ici 10, et remplacer tous les 4 par la valeur taille. On va faire un CTRL-H, on va remplacer 4 par taille, voilà, et on va tout remplacer. Ok, on teste. Et on a bien les valeurs modifiées. Donc en fait, l'intérêt de faire un dies-define, c'est finalement de pouvoir, au lieu de le modifier un peu partout, de pouvoir le modifier. Donc là, si je reviens sur 4, on a bien 4 valeurs, et on retrouve le résultat qui fonctionnait. Alors là, il y avait taille, on va changer, on avait dit que c'était 4, donc là, ça avait été modifié. Attention, on ne peut pas modifier le tableau. Alors, supposons ici, je ne peux pas faire ça. On peut voir qu'il y a une erreur ici de syntaxe. L'initialisation de toutes les valeurs du tableau ne peut se faire qu'à la déclaration du tableau. Donc là, si je crée un tableau, c'est seulement à l'initialisation que c'est fonctionnel. On ne peut pas l'initialiser a posteriori. Bien, on va aller maintenant sur le GitHub, récupérer le projet de son Wave BMP Visual Studio. Voilà, donc là, on va télécharger le projet. Dans ce projet, on a aussi l'utilisation des images qu'on va utiliser pour les matrices. Voilà, donc plusieurs projets. Pour l'instant, on va aller plutôt ici. On va ouvrir le projet. Alors, notre projet son.c, on va l'étudier un peu plus tard. Pour l'instant, on va s'occuper du fichier son sinus.wave. Donc ce fichier sinus.wave, il est dans le projet et il est dans ressources. Ce sinus.wave, on peut l'écouter. Je vais ouvrir sinus.wave avec Audacity. Audacity est un logiciel de gestion de son. Notre fichier, c'est un fichier donc, qui est en 8 kHz, en fait, qui génère une sinusoïde. On peut le démarrer au début. Alors on peut voir qu'au début, j'utilise CTRL pour essayer de zoomer ou dézoomer. On peut voir ici les échantillons de notre fichier. On a les premiers échantillons qui sont à 0. Alors 0, il faut bien comprendre qu'entre -1 et +1, on est sur un fichier qui est un fichier, on va voir, qui est avec des échantillons qui sont codés sur un octet. Ça correspond à la valeur 0. Et ça, c'est la valeur 255. Ici, c'est la valeur 127. Donc on peut se balader dans notre fichier. On peut voir que c'est une sinusoïde. Alors je vais dézoomer. Et puis je vais avancer, et à un moment donné, on n'a plus rien, jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça que vous aviez un son, puis plus rien, puis un son, puis plus rien, parce que le VLC, il lance le programme en boucle. On peut l'écouter. On a eu le son, donc une fréquence qui fait autour de 250 Hz, et puis à un moment donné, plus rien. Et ça dure 3 secondes. Alors, on va maintenant ouvrir le fichier sinus.wave. Alors ce fichier sinus.wave, je vais faire ouvrir avec, et je vais venir utiliser l'éditeur binaire de Visual Studio. Qu'est-ce que c'est que ce fichier sinus.wave? On va retrouver ce qu'on appelle un header. Ce header est constitué de texte et de valeurs binaires qui correspondent à la taille du fichier, au nombre de canaux, à la fréquence d'échantillonnage. On ne va pas trop rentrer dans ces détails, mais voilà, cette partie-là, c'est juste une partie qui est informative sur le fichier. Les premiers échantillons commencent ici, et on voit que les premiers échantillons, c'est 7F jusque-là. Ces échantillons, je reviens ici, je zoome, ça correspond. C'est des échantillons qui sont à 127, qui correspondent à la valeur médiane, que je vais, comme je l'ai dit, de 0 à 250. Et puis ensuite, premier échantillon, deuxième échantillon, troisième échantillon, c'est des valeurs en hexadécimal. On peut voir qu'à un moment donné, on arrive à 0. Le 0, il est là. Ça, c'est 0,2, de part et d'autre. Et puis on recommence, on remonte, jusqu'à arriver à la valeur 7F. La valeur 7F, elle est là. Donc la période de mon signal, ça va de là, cette partie-là, c'est ma sinusoïde, c'est la première sinusoïde. Et on peut regarder si ce qui se passe une fois qu'on est arrivé, voilà, ici. C'est-à-dire quand on retrouve 7F, on devrait retrouver dans le fichier 7F, c'est bien ça. Voilà, donc si on résume un fichier sinus.wave, ce sont des échantillons, et chaque échantillon va être joué par la carte son
Voilà, donc je suis revenu dans le projet, on est sur le fichier son.c, on va analyser ce programme, donc la première chose à faire c'est d'ouvrir le fichier. Alors pourquoi on a ce chemin? Tout simplement parce que si je reviens dans ressources et que je vais voilà, dans le répertoire où j'ai le fichier son.c, qui est notre programme, il va falloir remonter d'un cran, donc c'est 2 points, aller dans ressources, et puis ouvrir sinus.wave. C'est un fichier binaire en lecture et dans lequel on va pouvoir écrire. On doit se déplacer de 44 octets avant de récupérer les éléments du tableau. Alors on va ouvrir notre fichier. Alors, on va se déplacer, on va le mettre ici. Voilà, on peut voir que les 44 premiers éléments de notre tableau, ils sont là. On a dit que c'était le header, donc on se déplace et on vient se positionner sur cet élément. Ça veut dire que la première lecture que je vais faire, elle va démarrer à partir de cet F. C'est ce qu'on fait ici avec le read. Et on vient lire 1024 octets, c'est-à-dire à peu près 1024, on va arriver là. On va arriver à peu près ici, puisque 4 fois 256, c'est 1024. Donc c'est tous ces éléments qu'on vient lire et qu'on vient placer dans le tableau. Ces éléments-là, d'ailleurs, si je viens les lire, on va mettre un point d'arrêt ici, comme ça on va pouvoir les voir, et on va pouvoir ici les afficher. Je vais mettre un point d'arrêt ici. Une fois qu'on les a affichés, on va écrire 127 dans les 10 premiers éléments. Mais on a déjà 127, puisque les 10 premiers éléments, ils sont là. On n'oublie pas de se remettre avec fseek, puisque le pointeur, une fois que j'ai lu mon tableau, je suis ici. Donc le fseek va me permettre de remonter après le header, pour me repositionner ici et réécrire 127. Puis on ferme. Alors, on va tester. Ici, le tab, on peut voir que dans le tab, j'ai bien 7F, 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 7F qui correspondent aux valeurs que j'avais ici. Et puis à un moment donné, on a les valeurs 97, AF, C5, D8, E8, etc., etc. On a dans le tableau les éléments du fichier, donc nos échantillons de son. Si je continue, j'ai les 1024 premiers échantillons qui sont affichés. Je vois que j'ai les premiers 127, c'est sous forme décimale et non pas hexadécimale. Voilà, alors on va modifier maintenant notre fichier. Pour ces 100 premiers échantillons, je vais mettre table de i égale i. J'enlève le point d'arrêt, je relance. Voilà. Yes. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans mon fichier maintenant, je vais avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein. Je viens l'ouvrir avec Audacity. Boom. Voilà. On voit les premiers échantillons. Ça commence à 0, ça monte, ça monte, ça monte. Alors j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Hein. Donc là, je suis allé à 100. J'aurais pu aller à 255 au minimum. Je relance. Voilà. Alors, il faut recharger. Donc voilà, j'ai bien la pente, la première pente qui monte sur les 255 points, et ensuite la sinusoïde qui commence. Bien, pour résumer, un fichier Wave est constitué, on a vu, de 44 octets de header, à la suite de quoi on a les échantillons de son. Ces échantillons peuvent être visualisés par Audacity, mais aussi on peut les voir de façon binaire par l'éditeur que l'on retrouve dans Visual Studio, mais il y en a d'autres. Alors une petite précision, quand on fait une lecture de 1024, ce 1024 n'est pas anodin, c'est parce que la lecture dans un fichier se fait par bloc de 1024 octets, donc il faudra veiller à, si vous faites des lectures et écritures dans un fichier, à avoir des multiples de 1024, pas avoir de surprise. On a surtout vu la notion de tableau, on a créé un tableau de 1024 octets, et puis surtout on l'a modifié, et on a réécrit dans le fichier. Et donc n'hésitez pas à modifier ce tableau, et à créer par exemple un tableau de notes de musique, ou tout type de son. À vous de jouer. Alors après les tableaux, donc les matrices. Alors une matrice, c'est un tableau de tableaux, donc on peut voir dans un premier temps une déclaration de tableau de 5 lignes, 4 colonnes. Le premier crochet correspond aux lignes, le deuxième à la colonne. On va pouvoir créer des matrices d'entiers, des matrices de type réel, donc de type double par exemple, ou flotte. On peut évidemment initialiser une matrice, et dans ce cas-là, on va initialiser ligne par ligne. On préférera mettre 2 accolades, hein, histoire de bien délimiter les lignes et les colonnes pour que ce soit plus visible. On pourrait ne mettre qu'une seule accolade. Alors, les matrices comme les tableaux commencent à l'indice 0, sauf que là, on va avoir un double indice, un indice I et un indice en J. En général, on utilise I et J hein, pour les tableaux, c'est une habitude de développeur. Alors pour bien comprendre cette double boucle for, nous allons utiliser Python Tutor. Le programme est assez simple, définition d'une matrice de 3 sur 4 avec une initialisation et puis une double boucle for permettant d'afficher tous les éléments. On voit la matrice, on commence avec I égale à 0 et J égale à 0. C'est 0 qui est affiché, ensuite J passe à 1,
J passe à 2, 3. On sort de la première boucle for avec un premier printf anti/n pour revenir à la ligne. I passe à 1 et c'est reparti. Alors pour terminer maintenant sur les matrices, nous allons voir la notion de fichier BMP, donc deux types de fichiers BMP, le fichier BMP couleur, RGB, Red, Green, Blue, et les fichiers BMP noir et blanc, que nous allons voir juste après, sur lesquels nous avons travaillé. Donc un fichier BMP est constitué d'un header et de l'image à proprement parler. Donc là, dans notre cas, le header commence par deux lettres, BM, qui permet de définir le type de fichier BMP. On a ensuite la taille du fichier. On est en codage, comme la plupart des fichiers, on est en codage Little Indian, c'est-à-dire que le premier octet que l'on voit est l'octet de poids faible. Donc on est sur une lecture de droite sur la gauche. 00000116 correspond à 0x161, donc 353 octets. À partir du 10e octet, on a l'adresse du début de l'image, donc 0x36 dans notre cas, la taille du header, la largeur de l'image, la hauteur de l'image, type de codage, donc 1 pixel est sur 24 bits, et puis une autre information, la taille de l'image, en ajoutant les octets de bourrage. Une ligne doit être un multiple de 4 octets. Alors, la suite de cette image RGB, ce sont les pixels. Donc, on commence à la ligne 0, qui est tout en bas. Donc, on a un codage en bleu, vert, rouge. Donc, le premier pixel est en blanc, puisqu'on est à l'envers. FF correspond au blanc. On a ensuite la ligne 0 et colonne 1. Alors, on peut voir le noir, qui correspond à la 7e colonne, passe non plus de FFF à 000, donc 0 qui correspond cette fois-ci au noir. Une fois qu'on a tous les pixels de la ligne ont été affichés, il va y avoir, si nécessaire, des octets de bourrage, que dans notre cas c'est 2, puisqu'on a 30 octets en tout, donc 10 pixels correspondent à 30 octets, plus 2 octets pour arriver à 32, qui nous faut un multiple de 4. Voilà, et on continue comme ça. Alors, ce fichier BMP RGB, pour l'instant, on va pas l'utiliser parce que, tout simplement, il est plus difficile à lire, on va se contenter de lire un fichier en noir et blanc, où chaque pixel est codé sur un octet. Comment est codé un fichier en noir et blanc BMP? On retrouve les 36 premiers octets du header, on retrouve l'offset de l'image, c'est-à-dire où se trouve l'image, qui dans ce cas-là est beaucoup plus loin, puisque suit ensuite une palette des couleurs. Alors cette palette des couleurs a pour fonction de définir les 256 couleurs de chaque pixel. Alors si on veut du noir et blanc, ça veut dire qu'on va définir chacun des pixels de 0 à 255 comme étant la somme des trois couleurs RGB. Donc par exemple, RGB est égal à 3 pour la valeur de niveau de grid 3, puis à 4, puis à 5, puis à 6. Donc en fait, on est en train ici de définir comment créer du noir et blanc avec un fichier en RGB. Voilà. Et vient ensuite à l'offset 0x0436 dans notre cas. Alors ici, c'est une image 20 x 15 pixels, donc sur 300 octets. Voilà. Comme il y a 20 pixels, donc 20 octets, il n'y aura pas d'octet de bourrage, puisque 20 octets est un multiple de 4. Alors si on regarde comment est codée notre image en niveau de grille, on est à l'adresse 0x436, toujours le même fichier, et on va retrouver les pixels qui sont codés pour le 0, c'est le noir. À partir de la deuxième ligne, on peut voir qu'on est en gris sur les trois premiers octets, qui correspondent à 7F, 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 donc 127. On repasse en noir sur les trois octets d'après, puis en gris. Et on peut voir que la quatrième ligne, elle est codée en blanc, ça veut dire les valeurs FF, 250. Bien, donc on revient sur le répertoire WiFBMP Visual Studio Main. On va maintenant aller dans Image 8 bits, ouvrir le fichier. On peut retrouver notre fichier .c. On va venir un peu plus en détail après. On peut aussi visualiser Grayscale, qui est l'image qu'on a étudiée, en 20 sur 15, en noir et blanc. On peut l'ouvrir avec l'éditeur binaire, où on va retrouver le header, la palette et notre image en fin de fichier. On peut aussi la voir comme ceci, c'est-à-dire en noir et blanc. Je rappelle qu'on commence à la ligne 0, 0, 01, 02, 03, et que ça ce sont les lignes. Ça c'est la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, et on continue. Et ici les colonnes. On a ici la taille en largeur et hauteur, puisqu'il va falloir mettre notre image, il va falloir la mettre dans une matrice. Donc il faut définir la matrice. C'est la seule solution pour l'instant qui est la plus simple à utiliser. On verra un peu plus tard qu'il est possible d'utiliser, de créer un tableau dynamique, c'est-à-dire regarder quelle est la taille de notre image,
et de créer la matrice de la taille de l'image que l'on vient de lire dans le header. Alors, le début du fichier, on ne va pas trop rentrer dans les détails, ça met en place les structures qu'on n'a pas encore vues, pouvoir visualiser toutes les informations du header. La première chose qu'on va faire, c'est d'ouvrir le fichier binaire en lecture, mais que l'on va pouvoir aussi modifier. Ça, on n'en a pas besoin. On déclare le tableau, le fameux tableau notre matrice, en largeur, hauteur. On vient lire le header et afficher l'header. Donc cette partie-là n'est pas non plus obligatoire. Ce qui nous intéresse, c'est de nous déplacer au 10e octet. On sait qu'au 10e octet, ça nous permet de voir l'offset. Et l'offset, on vient le lire, et on vient se déplacer à l'offset. Donc à partir de ce moment-là, on se retrouve au niveau de l'image, on se retrouve au début de l'image. Il y a ensuite la double boucle for dans laquelle on vient lire les octets un par un. D'abord pour la première ligne, puis la deuxième ligne, et ainsi de suite jusqu'à arriver à la 15e ligne. À la fin de chaque ligne, il y a peut-être des octets de bourrage, puisque chaque ligne doit avoir un multiple de 4 octets. C'est la petite formule magique qui permet de rajouter 1, 2 ou 3 à seed current, donc au pointeur de fichier actuel. Dans notre cas, il n'y en aura pas besoin, puisque 20, si on fait 20 modulo 4, ça fait 0. 4 moins 0, ça fait 4. Et modulo 4, 4 modulo 4, ça fait 0. Donc on ne se déplace pas, on ne rajoute pas un déplacement. Un saut de ligne, et ça va nous permettre ici d'afficher. On lance. Voilà, donc on retrouve le view bitmap qui nous permet de lire toutes les informations associées à notre header. On peut voir d'ailleurs que l'offset c'est 1078, ce qui correspond à 0x436. Et puis ensuite, on retrouve les 20 colonnes de la première image, donc c'est le noir, puis 127 suivi de 0, donc ça c'est le gris, ça c'est le noir, et on avance dans les lignes. Voilà l'ensemble de notre image. Alors on va modifier notre fichier, par exemple on va changer la troisième ligne, tous les pixels de la troisième ligne, et on va faire j x 10, donc ça veut dire qu'on va commencer à 0, et puis on va aller 0, 10, 20, 30, à chacune des colonnes de la ligne 3. Maintenant il va falloir redéplacer le pointeur du fichier vers le début de la matrice, et on va écrire pour toute l'image, donc c'est un fwrite. On pourrait afficher la nouvelle image. En même temps qu'on écrit, on affiche, on se déplace. Donc là, c'est comme le read, le write. On voit que la troisième ligne a bien été modifiée, puisqu'elle va de 0 cette fois-ci jusqu'à 190, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on était la quatrième ligne était égale à 255. Là, on l'a modifiée. Elle est là. Ça c'est bon signe, ça veut dire que Visual Studio vient de voir que le fichier BMP a été modifié. Je recharge, voilà. On peut voir notre quatrième ligne, toujours en partant du bas. Donc on vient de changer notre image. Donc à vous de jouer pour finalement ouvrir cette image et la modifier. Alors, tant qu'on y est, on va quand même juste venir ajouter une ressource. On a d'autres ressources. On a par exemple le tweet. Alors ce tweet, BMP en noir et blanc, on peut le modifier ici. Ça veut dire qu'il va falloir rajouter ici 373 et ici 324. On va modifier notre tweet. On va faire J modulo 256. Allez, c'est parti. Donc là, on voit que l'image est beaucoup plus grande, donc ça met beaucoup plus de temps à s'afficher. Voilà. Alors, on peut voir qu'on a rajouté une ligne. Donc finalement, on est capable de modifier tout type d'image noir et blanc avec ce programme.